La Lombardie est une autre grande région, située au nord de l'Italie vis-à-vis de la Suisse. Elle compte plus de 10 millions d'habitants et c'est le moteur économique du pays, avec des villes telles que Milan, Bergame, Pavie. Malheureusement, en conséquence, c'est aussi un des endroits les plus pollués d'Europe. Géographiquement, elle présente des paysages très variés, de la vaste plaine du Pô jusqu'aux Alpes qui forment l'écrin des grands lacs italiens, dont je ferai une capsule distincte. À la chute de l'Empire romain, plusieurs tribus se la disputent, mais ce sont les Lombards, en italien Longobardi, qui en prennent le contrôle jusqu'aux conquêtes de l'empereur Charlemagne. Plus tard, lorsque le territoire se définit par ses grandes cités, elle devient en grande partie le duché de Milan, sous la domination des Visconti, puis des Sforza. Elle est elle aussi tombée sous le giron de Napoléon Bonaparte, qui la rend ensuite à l'Autriche. C'est pendant les guerres menées contre la présence autrichienne en Italie que Henri Dunant décidera de créer la Croix-Rouge lors de la sanglante bataille de Solferino au sud du lac de Garde. Nous avons fait en train le trajet entre Cinque Terre et Milan, un trajet qui nous a fait entrevoir la péninsule de Portofino et passe rapidement à travers la ville de Gênes pour ensuite traverser l'immense plaine du Pô. Le nom Milano me rappelle la pizzeria de Québec où mon père a commandé la première pizza que j'ai mangée de ma vie, la première d'une longue série. Alors, ça va de soi qu'à Milan, on a goûté une véritable Milano Pizza. La ville de Milan, Milano en italien, est d'origine celte, mais plusieurs versions de sa fondation rendent ses débuts assez flous. Les Romains la nomment Mediolanum, c'est-à-dire au milieu de la plaine, et elle devient la capitale de l'Empire romain d'Occident lors de la séparation de l'Empire en 286. C'est ici que l'empereur Constantin promulgue l'édit de Milan, qui met fin aux persécutions et légalise le christianisme. Et Milan demeure au fil des siècles un lieu important de la chrétienté. C'est à Milan que saint Augustin est baptisé en 386 après sa conversion. Milan est le lieu de naissance du fascisme italien, mais aussi un des points forts de la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. En plus d'être un archevêché, Milan est la métropole économique de l'Italie, son centre financier et industriel. C'est aussi un haut lieu mondial de l'art et de la mode. Nous ne sommes pas restés très longtemps à Milan et notre seule journée complète a été copieusement arrosée par la pluie. Notre visite a débuté par la célèbre scène de Léonard de Vinci, qui décorait le réfectoire du monastère dominicain de Santa Maria delle Grazie. Même en réservant plusieurs semaines d'avance, il n'y avait plus de place pour une visite autoguidée, ni pour une visite avec un guide en anglais. Nous avons donc opté pour une visite guidée en italien. Au moins la moitié des participants ne parlaient pas italien. Mais ça valait la peine, ne serait-ce que pour les 15 minutes de contemplation libre. Ça serait trop long de commenter toute l'œuvre, mais disons qu'elle est très émouvante et présente la réaction des 12 apôtres au moment où Jésus révèle qu'un d'eux va le trahir. Chacun des apôtres réagit à sa manière. De Vinci a même utilisé dans sa composition l'angle d'éclairage des vraies fenêtres du réfectoire. Ce chef-d'œuvre de la Renaissance a résisté aux guerres, même aux intenses bombardements de 39-45. Le 16 août 1943, le réfectoire est gravement endommagé, mais ce n'est qu'une des occasions de restauration. De Vinci n'a pas tellement aidé en le peignant sur une très longue période avec une technique vulnérable,
à l'humidité. La fin des derniers travaux de conservation date de 1999. Nous en avons vu une des nombreuses copies, très abîmées, au réfectoire du couvent de San Girolamo à Vérone. Nous avons ensuite marché jusqu'à la célèbre Scala de Milan, au lieu de l'opéra italien où se sont produits Rossini, Toscanini et bien entendu Maria Callas et Luciano Pavarotti. La visite de son musée permet de jeter un coup d'œil dans la salle à partir d'une loge sans avoir à débourser la fortune que coûte un billet. Il abrite plusieurs statues et portraits de musiciens célèbres et des instruments de musique anciens. Les galeries Vittorio Emanuele II, inaugurées en 1878 par le roi lui-même, sont constituées par deux allées couvertes de 4 étages qui forment une croix marquant le centre de la mode milanaise. Cet ancêtre du centre commercial regroupe les plus grands noms comme Prada, Gucci, Louis Vuitton et d'innombrables commerces plus petits mais de grand standing. Considérant notre budget, nous n'avons rien acheté. À 2 pas de là, nous choisissons un bel établissement, Al Cantinone, pour savourer la célèbre escalope milanaise et son risotto au safran. Les gens autour de nous étaient autrement mieux habillés que nous et les conversations d'affaires laissaient comprendre qu'on n'était pas du même monde. Mais personne ne nous a fait sentir déplacés et ce repas-là était prévu dans notre budget. La cathédrale de Milan est célèbre dans le monde entier. Santa Maria Nascente, nativité de Sainte Marie, couverte de marbre rose, est la 3e plus grande église du monde. Débutée à la fin du 14e siècle, elle a été achevée en 1930. Les éléments architecturaux les plus remarquables, 135 flèches, pinacles, 3000 statues, arcs en pierre, datent du 19e siècle. Un billet distinct d'entrée permet d'accéder à la toiture, plutôt glissante sous la pluie. À l'intérieur, ces 5 nefs de largeur sont portées par 52 colonnes et éclairées par la lumière multicolore métamisée de ces 144 vitraux. La crypte contient les restes de nombreux saints, notamment de Saint Charles Borromée, issu d'une famille puissante lombarde dont on retrouvera les propriétés au lac Majeur. Le Castello Sforzesco a été édifié par les Visconti, selon les plans défensifs de Léonard de Vinci. Il est devenu la résidence des Sforza, une autre famille puissante de Milan, dont il a gardé le nom. Nous n'avons pas visité ces musées, mais nous l'avons traversé pour accéder au Parco Sempione, une ancienne réserve de chasse. À l'extrémité se trouve un arc de triomphe, l'Arco della Pace, réalisé à la demande de Napoléon. Crémone, c'est la capitale mondiale du violon.
la patrie des plus grands luthiers de l'histoire. La maison d'Antonio Stradivari, plus connue sous le nom de Stradivarius, reçoit sur rendez-vous les amateurs et apprentis luthiers. Quelqu'un a eu la sotte idée que le violon de la sculpture valait possiblement quelque chose et l'a vandalisé. À quelques portes de là se trouve la maison Bergonzi. Même si le luthier qui l'occupe n'est qu'un parent très éloigné de Carlo Bergonzi, me trouver là m'a ému puisque mon propre violon porte une étiquette Anno 1733 Carlo Bergonzi fece in Cremona. C'est sans doute une copie, mais une note au plomb de réparation à Prague par un certain Petrus en 1800 signifie que mon violon date bien des années 1700. Comme il se doit, on trouve à Crémone le Musée international du violon, constitué par un mécène qui a racheté tous les grands violons qu'il a pu, de Guarneri à Stradivari, en passant par Amati et Bergonzi. Il a aussi recueilli le contenu de l'atelier de Stradivari, notamment ses outils, ses gabarits et son testament manuscrit. En retournant à la voiture, nous avons vu d'autres visiteurs qui ont gentiment prêté, le temps d'une photo, un violon à Antonio Stradivari. Joignez-vous à moi bientôt pour une visite des Grands Lacs italiens.